De manière générale, les médias ont un peu de mal à juger les gardiens. Dès qu'un gardien fait une boulette, on dit « Ah non, mais quand même, il n'est pas fiable, il n'a pas le niveau. » Mais enfin, tous les gardiens font des boulettes. C'est le principe du poste, ça va avec. Il ne faut pas juger un gardien sur la boulette qu'il fait. Il faut le juger sur combien il en fait dans la saison éventuellement. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans La Voix des Gardiens, le podcast qui plonge dans leur univers. Pendant la saison 1, mes 10 premiers invités se sont livrés avec sincérité et bonne humeur sur leur carrière, avec des anecdotes, des confessions et même parfois des conseils. La saison 1 s'est concentrée sur le football, mais la famille des gardiens est bien plus vaste et réunit plusieurs sports. Nous le verrons dans cette nouvelle saison. Un poste à part, diront certains, pour les fous, diront d'autres, mais avant tout indispensable dans une équipe. Et c'est pour ça que j'ai voulu interroger les spécialistes du poste. Si vous découvrez cette série d'entretiens grâce à cet épisode, la saison 1 vous attend. Pour la réécouter, on se retrouve sur les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Bonne écoute! Tous les matins ou presque, c'est un régal de lire ces articles ou ces éditos dans l'équipe. S'il est mon invité aujourd'hui pour clôturer cette saison 2 de La Voix des Gardiens, ce n'est pas uniquement pour parler des Bleus avec cet Euro qui approche, ni de tous les gardiens qu'il a pu observer pendant 40 ans de carrière sur les terrains d'Europe. C'est aussi pour parler de son parcours dans les buts, car oui, mon invité a été gardien de but jusqu'à ses 20 ans, 21 ans, jusqu'à la réserve de Bourg-Péronat. Bonjour Vincent Duluc. Bonjour. Aujourd'hui, tu es grand reporter à l'équipe, notamment en charge de l'équipe de France et du foot anglais, avec un suivi un peu plus spécifique de l'OL en Ligue 1, de Lyon pour tes débuts au Progrès, à l'équipe de France en passant globalement par tous les grands stades d'Europe et même les plus petits. On va retracer ton parcours avec les gardiens de but, toi, tes idoles et ceux que tu as côtoyés. Mais avant sa première question, c'est quoi un bon gardien en 2024 ? Pour moi, le critère est toujours le même. Un bon gardien, c'est un gardien qui gagne des points sur l'ensemble de la saison. En fait, c'est la seule chose qui compte vraiment. Il y a des gardiens qui ont des qualités différentes, mais la finalité, c'est après 38 journées, combien de points il a fait gagner à son équipe ou combien de points il lui a fait perdre. C'est le seul critère. J'ai pas d'autre religion que ça. Alors effectivement, après, il y a des gardiens que je préfère à d'autres. Mais pour moi, un bon gardien, c'est un gardien qui gagne entre 8 et 12 points sur une saison. Toi, comment t'es devenu gardien quand t'étais jeune t'as été gardien. Comment t'es arrivé gardien de but ? J'ai commencé en poussin au FC Bourg-Péronat à Bourg-en-Bresse et dès les poussins, j'étais gardien. À l'époque, c'était pas les U machin, les U9, les U11, c'était poussin, pupille, minime et cadet et junior. Et donc j'ai fait toutes ces catégories de jeunes en étant gardien. Alors, j'étais pas excellent, mais surtout, j'ai joué à une époque où il n'y avait pas du tout d'entraîneur de gardien, et en fait, c'était très compliqué de grandir en gardant le plaisir à l'entraînement. Les séquences que j'ai préférées, c'est les rares fois où il y avait entraînement spécifique, et c'est pas arrivé si souvent que ça. C'est un ancien gardien passé par l'OL, Gilles Subtil, qui m'avait fait quelques séquences spécifiques, et vraiment j'adorais ça. Surtout qu'à l'époque, c'était sur le gazon. Et puis quand j'ai eu 19-20 ans, d'abord, je travaillais déjà au Progrès, donc j'étais vraiment occupé le week-end. Et ensuite, l'herbe où on s'entraînait a été remplacée par du gore. Et là, franchement, acheter du paillasson, faire des trous dedans pour la ficelle, se le mettre le long des cuisses pour arrêter de râper, faire 3 kilos, on n'avait pas des bons ballons. Enfin, à l'époque, le club était en honneur régional. Franchement, ça m'a moins amusé, mais j'ai adoré ça, j'ai continué d'adorer, et même 10 ans après avoir arrêté de jouer au foot, je continuais de rêver de la nuit que je me roulais dans l'herbe. C'était l'odeur de l'herbe, l'herbe mouillée C'est le plaisir de l'herbe, ouais, c'est le plaisir de glisser, c'est le plaisir de pas se faire mal, c'est le plaisir de... Parce que très franchement, les séances sur le gore, et puis en plus les entraînements collectifs, à la limite sans séance spécifique pour les gardiens, mais parfois ça veut dire qu'il faut qu'on se débrouille à progresser avec quoi ? Avec 5 ballons, en touchant 5 ballons en 1h30. Ouais. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. C'est comme les gens devant le but. Je veux dire, si c'est pour frapper une fois toutes les 20 minutes, c'est pas comme ça qu'on progresse. Et nous, à l'époque, il n'y avait pas assez de ballons, pas de séance spécifique, voilà, c'était... En fait, les entraînements en spécifique, j'ai adoré ça, mais il y en a eu trop peu. Et qu'est-ce qui te plaisait sur le match, sur le poste en lui-même quand tu étais en match ? Ce qui me plaisait, c'était de pas prendre de but. Ce qui me plaisait, c'était de
c'est d'avoir été décisif. Alors sans doute que ce qui me plaisait, c'était aussi la responsabilité. Mais tout me plaisait pas en match. Si, avant les matchs, tout me plaisait, mais après, des fois, tout me plaisait pas. C'est-à-dire que ça dépend un peu des circonstances. Et je me rappelle d'un match en réserve avec Bourg-Péronat où je prends 5 buts, mais c'était une catastrophe. Voilà, il y a des matchs comme ça. Non, j'ai beaucoup aimé ça. Même si j'ai arrêté en club, après, je me suis rattrapé. Il y avait une équipe de France de la presse qui était vraiment très forte dans les années 90, où Jean-Michel Larquet me prenait toujours comme gardien. Il me disait « Oh, tu sautes pas très haut, tu vas pas très vite, mais t'es toujours bien placé. » Donc, bon, je disais « Ça va, c'est bon. » C'est un bon début. Et par exemple, à l'Euro 92, en Suède, le milieu de terrain, comme on avait le droit aux consultants, c'était Jires Tigana Larquet, donc c'était pas mal. Et mon libéraux, c'était Arsène Wenger. Donc j'avais intérêt à pas faire l'imbécile, quoi. Mais surtout qu'au début des années 90, Tigana, il venait d'arrêter. Jires Tigana venait d'arrêter. Ils étaient encore jeunes et le matin des matchs, on jouait contre le staff de l'équipe de France avec Platoche. Donc c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. Et justement, c'est des souvenirs-là. T'étais en réserve à Bourg-Péronat. Là, t'as entre guillemets côtoyé vraiment le monde pro sur le terrain. Qu'est-ce qui te marquait le plus sur ces matchs-là, même s'ils étaient plus forcément dans la compétition pure, mais qu'est-ce qui te marquait? Moi, ce qui me marquait, c'était leur qualité technique. Ce qui me marquait, c'est que quand on jouait sur un grand terrain, Jires, qui venait d'arrêter, ou à très peu de temps, était plus utile que Platoche, qui courait pas assez. Mais quand on jouait sur un petit terrain, il y avait une différence de niveau entre Jires et Platini. Et ça, j'ai touché du doigt. Je me suis rendu compte, d'accord. Donc, Gigi, qui était un des meilleurs joueurs du monde, eh ben, il y avait une différence avec Platoche. Et ça, quand même, je trouvais ça impressionnant. T'es passionné de sport, est-ce que t'avais un œil sur d'autres sports où il y avait des gardiens de but? Ou même aujourd'hui, maintenant, quand tu regardes d'autres matchs, est-ce que tu t'arrives à faire quelques liens? Non, parce que je trouve que gardien de hand, c'est extrêmement différent. D'ailleurs, quand on jouait au hand, au lycée, on avait tendance à être gardien comme au foot, quoi. Ouais, c'est vrai. On faisait tout avec les mains et peu avec les pieds, alors qu'on aurait peut-être dû essayer de faire plus avec les pieds. On aurait pu se ressembler à Manuel Neuer. Et donc gardien non, ok, j'ai jamais joué, j'ai jamais essayé. Donc non, j'ai pas pu vraiment faire de passerelle avec les autres gardiens. Dans un de tes livres, Les mots du football, il y a une ode au gardien volant. Aujourd'hui, quand on regarde le poste de gardien, avec un gardien très joueur, un gardien très impliqué, c'était un moyen d'être peut-être précurseur, ou alors d'avoir cette vision-là. Mais en même temps, oui, mais goal volant, c'était un concept de cours de récréation. C'est-à-dire qu'on disait, soit on autorisait le gardien à participer au jeu, soit on disait non, tu restes dans ton but, tu restes devant, t'as pas le droit. Donc en fait, c'était ça. Et quand on disait goal volant, ça voulait dire que le gardien pouvait devenir un joueur supplémentaire, et ça permettait de convaincre un bon joueur de champ qui n'avait pas envie d'être gardien, qui pouvait être gardien parce que ça n'empêcherait pas de jouer quand même. Donc, parce que parfois, être gardien dans ces matchs-là, c'est un renoncement, parce que si on est dans une équipe trop forte, on va s'ennuyer, il n'y aura rien à faire, etc. La récré est longue, sinon. Voilà, exactement, c'est un peu long. Donc, c'est ça le principe. Mais le principe, oui, il y a une certaine forme de liberté. Et aujourd'hui, c'est pas la liberté qui prime dans la définition un peu de goal volant chez les gardiens modernes. C'est la responsabilité qui s'étend, en fait, géographiquement dans la surface. Faut être capable de se déplacer, de jouer à une touche, de venir au-delà de son but, alors que il faut être capable de jouer à une touche sur le côté de son but pendant que le but est vide. Et ça, c'est pas facile, quand même. La plus grande évolution ces dernières années, est-ce que c'est la taille ou est-ce que c'est le jeu au pied? La révolution, elle a quand même commencé quand la passe en retrait, quand se saisir à la main de la passe en retrait a été interdit. C'est ça la révolution. D'abord, ça a dynamisé les matchs, ça a interdit les grandes séquences avec passe en retrait qui n'en finissaient jamais. Et ça a obligé effectivement les gardiens à jouer au pied. Donc la première révolution, c'était celle du jeu au pied. Maintenant, la révolution, c'est celle de la taille, mais je suis encore pas convaincu que ça soit si décisif que ça. C'est-à-dire que l'argument de la taille, je le prends avec les pincettes. Par exemple, il faut être très grand. Donc il faut être grand comme Donnarumma, qui doit faire un 98 ou quelque chose comme ça. Mais ça sert à quoi de faire un 98 et de jamais sortir sur les ballons aériens? Et alors que Fabien Barthez, il faisait 1m79 et il régnait sur toute sa surface. Donc l'argument de la taille, il me convainc pas complètement. Je sais que beaucoup d'entraîneurs de gardiens considèrent que maintenant, quand on fait moins d'un 90, c'est pas possible. Alors je veux bien que pour l'envergure, ça aide, ça j'entends bien. On veut bien que les grands gardiens, effectivement, ils ont peut-être moins à se déplacer parce que ils ont une telle envergure que c'est plus facile. Mais en tout cas, c'est pas un argument pour le déplacement, pour la vitesse, pour l'agressivité, pour l'explosivité et pour la domination de sa surface.
Ça aide peut-être juste dans les face-à-face et puis sur sa ligne. On va passer à une autre partie. J'ai une question mystère. C'est une personne que tu connais très bien qui te pose une question. Je vais te la faire écouter et après je te laisserai y répondre. Ok. Salut Vincent, c'est Jérôme Alonso, j'espère que tu vas bien. Alors écoute, en tant qu'ancien gardien, enfin quand je dis ancien, c'est gardien un jour, gardien toujours, hein, je voulais savoir tout simplement qui avait été ton idole dans tes plus jeunes années et qui est le gardien que tu préfères maintenant. Voilà, donc je te demande le passé et le présent, pour le futur on verra. Voilà, allez, gros bisous Vincent et à très vite. Ah, Jérôme. Jérôme, il fait partie, et avant de répondre à ces questions, il faut quand même que je donne l'anecdote, il fait partie des gardiens sur lesquels j'ai écrit des choses que j'ai regrettées, et je me suis dit, j'aurais pas dû écrire ça. Et sur le coup, il m'en avait voulu, il avait raison, mais maintenant on est vraiment très, très copains, et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Bien sûr, je me souviens. C'était après un match Lyon-PSG, et avec sa manière pour le coup, de rien garder, de tout renvoyer avec des manchettes, etc. Ouais. Et tout. J'avais dit que c'était un très bon gardien de volley. Il en parle en plus de la manchette dans le premier épisode. Il revient, ça lui était venu un jour à Wascal avec Saint-Etienne et il explique comment ça lui était venu sur le coup et même lui il savait pas trop, c'est le geste réflexe et il parlait de ce geste. Donc j'avais traité de gardien de volley et ça c'était pas gentil. C'était un peu plus gentil que d'avoir dit de Michael Landreau qu'il allait moins haut quand il sautait que quand il restait debout, mais c'était quand même pas très gentil. Et donc je le regrette pour l'un et pour l'autre. Cette parenthèse refermée, moi dans les années 60-70, j'avais plusieurs idoles de gardiens. Il y avait pour moi en Angleterre, il y avait Pat Jennings et Gordon Banks. J'adorais Pat Jennings, qui était le gardien de Tottenham, puis d'Arsenal et d'Irlande du Nord. Il avait des cheveux longs, des rouflaquettes qui arrivaient jusqu'au milieu des joues, et il était élégant, et il était agressif. Et vraiment, j'aimais beaucoup. Il jouait souvent à main nue, et voilà, j'aimais beaucoup ça. Je voyais pas beaucoup d'images, mais je voyais beaucoup de photos, et les peu d'images que je voyais, ça allait. Mais de toute façon, à l'époque, la mythologie, elle venait des récits écrits et des photos, parce que dans la réalité, on avait très peu de matchs à la télé. Moi, j'ai grandi avec 6 matchs par an à la télé, donc quelques extraits. Ouais. Donc en fait, on se construisait un imaginaire. Et le foot français, globalement, ou les équipes de France. Mais c'est la même chose. On voyait pas l'équipe de France tout le temps. Il n'y avait pas tous les matchs. Et puis sans compter que quand on est jeune, on n'a pas le droit de voir les matchs en entier tout le temps. Enfin, voilà, on avait très très peu de matchs à la télé. On n'avait jamais de match de championnat de France. On avait peut-être la finale de Coupe de France. Et puis voilà, la finale de la Cup. En revanche, chaque année, c'est pour ça aussi que l'Angleterre a marqué autant de gens en France, c'est que chaque année, l'ORTF et les autres chaînes ont retransmis la finale de la Cup. En France, j'aimais bien Georges Carnus, qui était le gardien de Saint-Etienne, après qui est passé à l'OM et de l'équipe de France, et qui était vraiment un bon gardien. C'était l'époque des gardiens qui jouaient avec une casquette le dimanche après-midi pour se protéger du soleil. Donc c'était vraiment autre chose. Et ouais, vraiment, c'est un peu mes premiers gardiens. Mais plus tard, j'ai beaucoup aimé Ivan Kurkovic, sa sobriété. Parce qu'il n'en faisait jamais trop, c'était l'économie de geste, mais rien pour la photo, mais tout pour l'efficacité, et ça, j'ai bien aimé ça. Aujourd'hui, quel est le gardien que je préfère ? Alors, j'ai beaucoup aimé Hugo Lloris pour des raisons multiples, qui tiennent à son talent, à ma proximité avec lui, à le fait de l'avoir suivi aussi longtemps, et d'aussi près, de l'intérieur. Mais maintenant qu'il est très loin, qu'il est aux États-Unis, qu'il est le gardien de haut niveau actuellement que je préfère, c'est pas facile. Là, Jérôme, il me pose un peu une colle. De toute façon, en Angleterre, il n'y en a pas vraiment. Les Italiens, bof. Les Allemands, Neuer, c'est la fin. Les Français, il y a Mac Maignan, mais on peut pas savoir si on est un grand gardien avant d'avoir fait une grande phase finale. Donc on va attendre l'Euro. Non, c'est pas très. Je manque un peu. J'aime beaucoup Alisson, voilà. J'aime beaucoup Alisson, mais je reconnais qu'il est moins bon depuis 2 saisons. Pour ce qu'il apporte dans le jeu, pour ce qu'il dégage en fait. Pour ce qu'il dégage. D'abord pour le gardien qu'il est, mais pour ce qu'il dégage. Mais si je devais désigner le meilleur gardien du monde actuellement, j'aurais beaucoup de mal. Je pense que quand personne n'est blessé, je pense que Thibaut Courtois est pas loin. Mais j'aurais beaucoup de mal à le désigner. Mais mon préféré, j'aimerais bien dire qu'il y en a un que personne connaît, mais que j'adore parce qu'il est spectaculaire, parce qu'il a parce qu'il a, mais
Mais en grandissant, on sait bien que les gardiens spectaculaires, c'est pas forcément ceux qui sont le plus utiles à leur équipe. Donc j'ai un peu de mal. Et puis avec les jeunes, il faut attendre un peu. Il y a des très bons jeunes en France, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt. Dans ce qui se fait de mieux en Ligue des Champions, dans les top clubs européens, c'est pas forcément le gardien spectaculaire, c'est le gardien qui va être fiable et qui va être régulier, et qui va avoir son style et qui va avoir une certaine fiabilité. Oui, parce que regarde, si on prend Lounine qui a amené le Real en finale, mais qui risque de pas jouer la finale, parce que Courtois va sans doute la jouer, voilà, c'est un gardien qui a été fiable, qui les a amenés là, qui a fait le boulot. Mais il y a beaucoup de gens qui parlaient d'Oblak à l'Atlético, mais je pense que dans une équipe qui joue aussi bas et qui défend autant, c'est un peu plus facile de briller, parce qu'il lui reste quand même que les miettes qui sont filtrées. Tout le reste, c'est pas la même chose de jouer quand on a 40 mètres à gérer devant soi que jouer avec tout le monde qui te protège. Donc voilà, je fais un peu de différence. Mais de toute façon, aujourd'hui, de manière générale, les médias ont un peu de mal à juger les gardiens. Dès qu'un gardien fait une boulette, on dit non mais quand même il est pas fiable, il n'a pas le niveau. Mais enfin tous les gardiens font des boulettes, c'est le principe du poste, ça va avec. Il faut pas plus visible. Mais il faut pas juger un gardien sur la boulette qu'il fait. Il faut le juger sur combien il en fait dans la saison éventuellement, mais sûrement pas sur une boulette qu'on va voir qui va être énorme. Est-ce que c'est par cycle que les gardiens entre guillemets sont à la mode? Même aujourd'hui, il y a eu un moment le gardien allemand. Moi, je pense que les gardiens à la mode, ça a toujours été les gardiens des équipes qui gagnent, des équipes dominantes. C'est-à-dire que, par exemple, dans les années 70, c'était Sepp Maier, le gardien de l'Allemagne et du Bayern, parce qu'il était champion du monde en 74, qu'il avait gagné 3 fois de suite la Ligue des Champions en 74, 75, 76, et que c'était le premier qui jouait avec des gants plus grands que les doigts. Il avait des gants énormes, et c'est un peu lui qui a amené ça pour avoir plus de contrôle. Donc c'est un peu lié à ça. Gordon Banks, il était célèbre parce qu'il était champion du monde en 66, et Emmanuel Neuer, c'est aussi les triomphes du Bayern et de l'Allemagne, championne du monde en 2014, qui l'ont fait venir de la même manière que Casillas. Il a été porté par les triomphes du Real et la domination de l'Espagne entre 2008 et 2012. Donc c'est surtout paradoxalement, c'est surtout les gardiens qui gagnent, mais parce qu'aussi tous les gardiens savent que le métier le plus facile, c'est d'être gardien d'une équipe dominée. C'est d'être gardien d'une équipe avec 15 ballons par match et de pouvoir briller, de pouvoir à la photo. Et là, on a une chance de gagner l'étoile d'or de France Football comme avant. Parce que les notes sont... on fait des matchs à 8-9. Forcément, mais voilà, des matchs à 10 arrêts, le gardien, il a toujours 7, il a toujours 8, mais ils perdent 2-1, ils perdent 2-0. Enfin voilà, la difficulté, c'est de jouer dans un club dominant et d'avoir que 3 ballons par match et puis d'être performant sur ces 3 ballons. Donc, oui, voilà, je trouve que c'est quelque chose... j'y ai toujours fait beaucoup attention. Tu parlais des gardiens à main nue jusqu'aux années 90. Bernard Lama le faisait encore au FC Metz. C'est impensable aujourd'hui. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. D'abord parce que les gants ont progressé. Ça n'arrive plus parce que surtout, il y a des... C'est comme pourquoi les golfeurs jouent avec une casquette même quand il fait pas soleil et même quand il pleut pas, parce que c'est leur sponsor qui est marqué dessus. Les gants avec les gardiens, c'est pareil. C'est une question de sponsor. Les gardiens aujourd'hui jouent toujours avec des gants parce que le sponsor les oblige, mais aussi c'est une question d'habitude. C'est-à-dire qu'ils jouent avec des gants tout le temps à l'entraînement, et du coup ça fait partie de leur confort, ça fait partie de leur réflexe. Donc maintenant, je pense qu'on reviendrait plus en arrière. C'était parce que les gants ont longtemps été imparfaits que les gardiens ont joué à main nue pendant longtemps. Mais pendant longtemps, les gants, ça n'existait pas, les gants spécifiques de gardiens. Dans les années 60-70, avant l'arrivée des premiers gants un peu synthétiques à picot, là, qui étaient collés dessus comme des raquettes de ping-pong, comme des bouts de raquettes de ping-pong, il fallait se débrouiller. Moi, un gardien comme Yves Chauveau, qui est un Bressan, donc qui était de chez moi, et qui a joué près de 600 matchs en première division, enfin 500 et quelques, et 470 avec Lyon, si je dis pas de bêtises. Yves Chauveau, quand il pleuvait, il allait acheter des gants de laine à Prisulic. Ouais. Et pour les autres jours, il s'était arrangé avec le gardien de Sochaux, Eugène Batman, et qui lui jouait avec les gants des ouvriers de Peugeot. Sur les usines Peugeot, sur les machines. C'était des gants qui allaient pas mal. Et en fait, Eugène Batman fournissait la plupart de ses collègues de D1 en gants de S de Peugeot. Ce qui fait que Chauveau et les autres, en première division, ils jouaient avec les gants des ouvriers de Peugeot. Ouais, c'est une évolution. Donc ça a un peu changé. Donc parfois, effectivement, quand il faisait beau, il préférait
Ils préféraient poser les gants et puis jouer à main nue. Ils avaient des meilleures sensations. Mais tu avais pu en parler avec Bernard Lama à cette époque-là de pourquoi il préférait le faire? Parce qu'en dans les années 90, il y avait déjà des gants, les gardiens avaient déjà des gants, mais pourquoi lui il préférait... Mais lui, il disait que c'est une question de sensation, qu'il retrouvait les sensations de l'enfance un peu, qu'il avait l'impression d'avoir un meilleur contact avec le ballon. Je pense que c'était une question de rapport avec le ballon et que c'était plus facile en plus avec les ballons de compétition qui sont quand même maintenant beaucoup plus légers, beaucoup plus doux qu'avec les ballons d'entraînement quand il a commencé ou quand on jouait. Moi, je me rappelais que sur 10 ballons à l'entraînement, il devait y en avoir 2 légers, 4 ronds, et les autres, c'était des citrouilles, quoi. Et puis certains qui n'avaient pas gonflé, d'autres puis moins gonflés. Quand il pleuvait, il y en avait un ou deux qui faisaient mal, il fallait même pas y aller, quoi. C'était trop dangereux. On était ensemble au trophée de la EGB dernièrement, et trophée de la EGB Bruno Martini. Lionel Charbonnier, en début de cette saison 2, en a beaucoup parlé, lui qui l'avait connu à Auxerre. Qu'est-ce que tu retiens le plus de Bruno Martini? Est-ce que c'est le gardien de but ou est-ce que c'est le visionnaire du poste avec tout ce qu'il a mis en place après sa carrière? En fait, c'est un peu tout, parce que j'ai vraiment suivi sa carrière de près d'abord. Surtout à Auxerre et en équipe de France, parce que c'était vraiment une époque où je suivais aussi déjà de près l'équipe de France. Il était titulaire à la Coupe du Monde à l'Euro 92. Malheureusement, il aurait pu être titulaire peut-être à la Coupe du Monde 94 parce que Lama était arrivé. Et avant la Coupe du Monde 90, si l'équipe de France était qualifiée, je pense que Joël Batz aurait continué 6 mois de plus. Mais donc il s'est trouvé entre Batz et Lama, et avec des qualités très différentes des uns et des autres. Il a quand même réussi à faire vraiment une très bonne carrière. C'est un gardien extrêmement fiable. Après, il a été blessé, sérieusement blessé. Il a perdu sa place. Enfin, il a perdu sa place à Auxerre. Il est parti à Montpellier. À Montpellier aussi, il n'a pas été sans doute le gardien qu'il aurait voulu être. Mais c'était vraiment un gardien méticuleux, sobre, efficace. Et c'était vraiment un gars adorable. Déjà, quand il était joueur, il était d'un commerce vraiment très facile. On pouvait parler facilement avec lui. Et quand il est devenu entraîneur de l'équipe de France, là, effectivement, il a changé de rôle. Alors, lui n'avait pas été très avantagé par l'interdiction de prendre les passes en retrait parce que son jeu au pied n'était pas extrêmement naturel. Et je me souviens que les premières séances de frappe pour les gardiens en équipe de France, on entendait sa grosse voix qui disait « Oh, excuse Fab », parce qu'il parlait à Fabien, il disait « Désolé, pardon ». Ouais, parce que le pied, ça partait à droite, ça partait à gauche. Mais il a progressé, comme tous les entraîneurs de gardiens, de manière invraisemblable. Et au bout d'un an ou deux, il était extrêmement adroit. Et oui, je me souviens de quelques débats avec lui, soit à Clairefontaine, soit parfois on se retrouvait dans un TGV, on discutait un peu au bar. Et une fois, je me souviens qu'il avait eu cette phrase, il m'avait dit « Tu comprends, Vincent, nous sommes passés d'une stratégie de captation à une stratégie d'opposition. » Sur l'évolution des sur gardiens, l'évolution des gardiens, voilà. Capter le ballon, sur le fait que l'idée de la prise de balle ne compte plus, qu'il fallait plus la garder. Ce qui comptait, c'était effectivement de se mettre en opposition. Pendant très longtemps, on disait que la main opposée, c'était pour la photo, et maintenant, c'était fini. C'était au contraire, c'était pour être plus tôt et couvrir plus de surface. Et puis qu'il fallait juste apprendre, du coup, quand on repoussait le ballon, leur pousser dans des zones qui ne soient pas dangereuses, etc. Des choses comme ça. Donc, j'ai souvent eu des discussions comme ça assez passionnantes avec lui. Et quand il s'est fait virer un peu de Clairefontaine, parce que ça a quand même été le cas, ça a été extrêmement violent pour lui, moralement. Il a vraiment très mal pris. Je l'ai eu plusieurs fois à ce moment-là et il le vivait très très mal. C'est pour ça que son retour à Montpellier lui avait fait du bien. Parce qu'à Clairefontaine, au-delà de l'équipe de France, comme la plupart des personnes qui sont dans les staffs, ils ont le côté équipe de France quand ils sont dans un staff, mais après ils ont un rôle à la fédération, et lui il avait mis en place toutes les formations, il était plus qu'impliqué en gérant les formations et en les mettant en place même. Oui, bien sûr, il avait lancé finalement la formation des entraîneurs de gardiens, c'est-à-dire qu'à la fois il formait des gardiens, mais il formait les formateurs. Et ça a été essentiel dans le maillage du foot français, dans la manière d'essayer de développer des talents. La vision qu'il avait du poste a été vraiment importante. Dans le petit dictionnaire énervé du foot, tu disais que l'arrêt de gardien est souvent mal jugé, les résumés mêlent les arrêts difficiles et les arrêts pour la photo sans discernement. Ce qui est spectaculaire n'est pas toujours difficile, voire rarement. Mais oui, parce qu'en fait, on voit bien, parfois on voit une manchette spectaculaire du gardien qui s'envole et qui détourne un ballon au-dessus de la barre transversale. Mais si le gars il était resté debout, il aurait eu de la même manière. Il saute parce que ça le rassure, parce que peut-être que
il est en position, ça c'est l'adrénaline qui fait qu'il réagit comme ça ou qu'il surréagit. Mais dans la réalité, parfois, s'il n'avait pas bougé, il l'aurait pris en pleine tête ou alors un peu au-dessus. Donc voilà, je me laisse pas prendre à ça, mais je trouve qu'il y a des gens qui se font prendre, ouais, bien sûr. Et parfois, ce qu'on voit pas, ce qui est super difficile, c'est quelqu'un qui va anticiper, qui va faire le petit pas, qui lui permet justement de pas faire cet arrêt-là et de prendre le ballon facilement. C'est le déplacement qu'on verra pas, c'est le pas d'ajustement qui va au contraire rendre l'arrêt ordinaire et très sobre. Parce qu'en général, un arrêt spectaculaire, c'est quelqu'un qui n'a pas réagi au bon moment et qui est obligé de s'organiser en catastrophe. D'agir en urgence, ouais. Voilà, exactement. Donc c'est en ça que le jugement est terrible. Et je trouve que parfois, il y a des centres en retrait ou des choses sur lesquelles il faut anticiper qui sont très très difficiles. Et le gardien va le faire et personne va se rendre compte que c'était le truc le plus difficile qu'il ait eu à faire du match, quoi. Mais ça, il n'y a qu'un gardien, ou en tout cas une personne qui a une grande sensibilité sur le poste, qui peut le voir, qui peut le juger, d'avoir ce recul-là. Je pense pas. Je pense que ceux qui aiment le poste de gardien, qu'ils aient joué ou pas, ils vont forcément s'intéresser à ça, ils vont discuter avec d'autres gardiens, ils vont lire des trucs et ils vont se construire comme ça une réflexion qui puisse être adaptée justement au jugement sur les arrêts. Je pense que les autres s'y sont juste pas assez suffisamment intéressés. C'est-à-dire que pour se construire une culture du poste, il faut juste travailler un peu. Avoir été gardien, c'est pas décisif. C'est comme si quand on dit seuls les gardiens peuvent juger les gardiens. Bon, moi j'étais un gardien de niveau vraiment médiocre. Encore une fois, j'ai joué en cadet ligue, j'ai joué en réserve de Bourg-Perona. Enfin, vraiment, ça n'a pas de sens. Mais ça veut dire que quelqu'un qui a joué en première à Perona et qui a joué par exemple en honneur au National 3, il connaît mieux le poste parce qu'il a joué le niveau au-dessus. Donc ça voudrait dire que quelqu'un qui a joué en L3, il connaît moins bien le poste que celui qui aura joué en CFA, et que par exemple un gardien a 10 sélections en équipe de France, il ne peut pas la ramener par rapport à quelqu'un qui en aurait 50. Ça n'a pas de sens en fait. Tout ça n'a pas de sens. Le côté moi j'ai joué, vous ne pouvez pas comprendre, ça a une limite. Évidemment que c'est la vérité. Évidemment que quand on a joué avec gardien, il y a des choses qu'on comprend mieux et qu'on comprend tout de suite. Mais je suis persuadé que quelqu'un qui n'a jamais joué gardien peut acquérir une très grande connaissance du poste en s'en donnant la peine. Sinon, les entraîneurs qui n'ont pas joué au foot, ils n'arriveraient pas à être sur le banc. Et or, il y a de plus en plus d'entraîneurs qui ont des carrières très médiocres dans le foot et qui arrivent sur le banc. Est-ce que c'est le poste le plus clé dans le football moderne et si c'est pas le cas, est-ce qu'il peut le devenir ? Moi, je pense qu'il l'est déjà. Il n'est pas reconnu comme tel par les observateurs. Il est parfois pas reconnu comme tel par les entraîneurs qui maîtrisent très peu le poste de gardien en général quand ils n'ont pas été gardiens eux-mêmes. En revanche, ça, il faut le constater. Peut-être qu'ils ont abandonné cette responsabilité à leur entraîneur de gardien qui ne veulent pas s'en mêler. Mais c'est assez surprenant. Mais ça reste un poste clé. C'est-à-dire que le foot du dimanche matin, on dit toujours un bon gardien, un bon avant-centre, et c'est bon, ça roule. Mais quand on regarde le Real Madrid, qui est champion d'Europe en 2022, c'est un bon gardien, un avant-centre, et ça roule. Alors, il y avait d'autres joueurs au milieu. Il y avait Vinicius, il y avait Kroos, il y avait Modric. Mais n'empêche que la différence, elle s'était faite que sur Courtois et sur Benzema. Ouais. Donc, en fait, le Real Madrid et le foot du dimanche matin, même combat. Mais simplement, aujourd'hui, c'est pas reconnu comme tel. Et je suis toujours surpris de voir l'écart du marché des transferts pour les avant-centres et du marché des transferts pour les gardiens. C'est quoi ? C'est parce que ça a longtemps été un poste pas forcément suffisamment valorisé et qu'il y a un retard là-dessus ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas de statistiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut toujours prendre les XG subis, etc., qui sont une bonne mesure. Mais longtemps, il n'y a pas eu de statistiques. Les clean sheets, par exemple, ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça dépend du contexte défensif collectif, etc. et tout. Individuellement, c'est difficile à mesurer, alors qu'un buteur, c'est un peu plus facile. C'est moins médiatique. Et puis, il y a l'idée qu'on n'est jamais sûr, mais pour les avant-centres non plus, on n'est jamais sûr. Donc là, je pense que je suis assez étonné de voir que des clubs dépensent autant d'argent pour des joueurs de champ et aussi peu d'argent pour un gardien en se disant, de toute façon, ils se valent tous, ça ne changera rien. Bah ouais, mais si tu avais fait gaffe sur le gardien, peut-être que tu aurais mieux valorisé tes joueurs de champ. Hein. Est-ce que la notation des gardiens dans l'équipe a changé ? Est-ce que tu l'as ressenti ? Est-ce qu'il y a une évolution ? Je sais pas, parce que pour le coup, la notation des gardiens, elle dépend en fait de ses interventions sur le but. C'est-à-dire, est-ce qu'il a été décisif ? Est-ce qu'il a été coupable sur les buts qu'il a encaissés ? Est-ce qu'il a été décisif sur ceux qu'il aurait pu encaisser ? Après, pendant un moment, comme j'ai dit un peu plus tôt, parfois on disait, oh là là,
il a mis la main opposée, c'est n'importe quoi. Mais ça a duré un moment, avant que la profession réagisse, se rende compte qu'en fait, c'était une bonne chose et qu'effectivement, il fallait, compte tenu des trajectoires des ballons et de tout, et de la surface sur laquelle il fallait intervenir, c'était plus efficace de mettre la main opposée, et voilà. Mais ce qui évolue, c'est un peu les critères. Malheureusement, les critères, c'est comme les buteurs. C'est-à-dire que le gars peut être nul, mais s'il a marqué un but, il a quand même une bonne chance d'avoir 6. Ouais. Donc ça correspond pas au contenu, mais ça correspond à son impact sur le score. Chez les gardiens, c'est un peu pareil. Souvent, la note, elle mesure l'impact sur le score. Mais par exemple, on prend l'exemple de Manuel Neuer en demi-finale retour Real City. Comment on le note ? Ouais, parce qu'il fait un arrêt et il fait la faute de main sur le but. Donc, dire il fait les 5 arrêts qu'il faut pour qualifier le Bayern, et il fait une boulette invraisemblable sur le dernier ballon. Donc comment on note ? Sa note, elle n'a pas de sens. Je ne sais plus si on lui a mis 5, on lui a mis 6. Je fais une petite parenthèse là avec le romancier, parce que le poste de gardien, autant il est peut-être moins bien valorisé dans le marché des transferts. Par contre, dans les romans, il y a plusieurs romans sur le poste de gardien, que ce soit l'angoisse au moment du point de penalty, ou alors le gardien, qui s'appelle le gardien. Est-ce qu'il y a un côté mythique du poste ? Est-ce qu'il y a un côté même mystique du poste qui fait que dans l'imaginaire, parler des gardiens dans un roman, ça peut amener une bonne histoire par rapport au poste et tout ce qu'il y a autour? Bien sûr qu'il y a une mythologie de l'homme seul, le seul gars qui peut prendre le ballon avec les mains, le seul gars qui n'est pas habillé comme les autres, le seul gars parfois dont on ne peut pas acheter les maillots. C'est vrai. Ça, c'est invraisemblable. Ça, c'est un truc qui est complètement dingue. Ça me rend toujours fou, quoi. Vous pouvez pas acheter le maillot du Hugo Lloris en équipe de France. On pourra pas acheter celui de Mac Maignan. On peut pas acheter. Mais c'est complètement fou, ça. Et les tailles enfants, encore pire. Enfin, là on fait une petite parenthèse perso, mais on m'a demandé il y a pas longtemps. Est-ce que tu sais comment on peut acheter le maillot de l'équipe de France pour un enfant de 12 ans de Mike Maignan et pour avoir, et même je suis même allé au siège de la fédération pour demander, et il était pas disponible. Oui, absolument. Mais ça, c'est assez révélateur. Soit ils considèrent que c'est pas un marché, soit c'est pas le maillot qu'ils veulent vendre. En fait, mais je pense que la Fédé est un peu pas coupable, mais la Fédé, elle vend ses couleurs de 3 maillots. Elle a pas envie de vendre d'autres couleurs. Elle a pas envie ça l'intéresse pas. Dans l'image, elle veut vendre du bleu, du blanc, et puis le troisième, soit une marinière moisie, soit un maillot rouge qui servira une fois en 10 ans. Enfin voilà. Et là-dessus, oui, je pense que tout le monde se ligue contre les gardiens pour qu'on puisse pas acheter les maillots. On va parler de l'équipe de France du coup. Au cœur des Bleus, tu disais que Joël Bath, c'était la justesse. Si on prend les 3 gardiens qui ont remporté un trophée avec l'équipe de France, si Joël Bath c'était la justesse, qu'est-ce qui était Fabien Barthez et qu'est-ce qui était Hugo Lloris ? Fabien Barthez, il était explosif, quoi. Il était explosif et décisif. En 98, tout le monde se souvient le soleil qu'il fait faire à Ronaldo en finale. En 2000, sur le premier tour, alors que l'équipe de France n'était pas encore très bien équilibrée, il fait aussi des arrêts décisifs. Voilà, c'est quelqu'un qui était casse-cou, prêt à prendre tous les risques, qui faisait des saisons parfois très très moyennes en club, parce que ça l'intéressait pas, il fallait être concentré trop longtemps. Ouais. Mais en phase finale, il était formidable. Dommage qu'il n'ait pas été au même niveau, d'ailleurs, à la Coupe du Monde 2006, ça a vraiment manqué. Et Hugo Lloris, comment je peux le qualifier ? C'est difficile, il n'y a pas un mot, mais pour moi, c'est un gardien de phase finale. Et c'est un vrai compliment. Il était bon dans la saison, voire très bon dans la saison, mais en phase finale, il a toujours fait des différences énormes. C'est-à-dire qu'en 2016, c'est grâce à lui si l'équipe de France va en finale, parce que sa demi-finale contre l'Allemagne est absolument formidable. En 2018, pareil, contre l'Uruguay, c'est lui qui change tout. Il fait encore des grands arrêts contre la Belgique. En finale, il fait une boulette à 4-1. À 4-1, tout le monde s'en fout. Ça n'a aucun sens. Elle a été retenue contre lui, mais le match, le match était fini. Impact sur le score, 0. Et en 2022, il est encore là, toujours décisif. Donc voilà, moi, ce qui m'a marqué, c'est lui, c'est ce côté, le refus de la défaite, parce que je le connais très bien et je sais qu'il supporte pas ça. Et le fait de savoir se préparer pour un objectif et d'être à la hauteur de cet objectif. Tu as couvert 10 Coupes du Monde. L'équipe de France ne les a pas fait toutes, parce que, notamment 94 et 90. Oui. Par contre, dès que l'équipe de France était en Coupe du Monde, il y avait toujours au moins 2 très bons gardiens. Barthez Lama, Lloris Mandanda, Barthez Coupé. Comment t'expliques cette profusion de gardiens et limite par cycle ?
Non, je pense que c'est à peu près pareil partout. Ce qui est rare, en fait, c'est de tomber sur un gardien moyen. Et après, peut-être qu'il suffit d'avoir un bon gardien pour en avoir deux, Ouais. avec la concurrence, l'émulation, etc. et tout. Mais en 86, il y a ces Bats, Rust et peut-être Bergerot, je dirais. Mais Bats était vraiment très au-dessus. En 80 et après, plus tard, bon, effectivement, il y a eu Lama et Barthez. C'était une vraie concurrence parce que Ouais. Lama était titulaire en 93 alors que Barthez était champion d'Europe. Donc là, mais Lama était sans doute le meilleur gardien du monde à ce moment-là. Entre 94, 95, 96, il était assez fantastique. Comment j'explique que ça soit par deux, je sais pas. Parfois, c'est une question de classe d'âge. C'est un peu le cas finalement entre Mandanda et Loris. Ouais. Puisqu'ils ont grandi ensemble et que malheureusement pour Mandanda, mais il a quand même gratté une quarantaine de sélections. Hein, Ouais, c'est ça. sur l'ensemble. Il est dans le top 10 des gardiens. Voilà, il lui en le plus reste. capés. Il lui en reste. Il en est resté. Mais ça fait 100 de moins que Loris quand même. Hein. Ils se sont mutuellement un peu tirés vers le haut. Là, je pense qu'on est dans une autre ère aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un numéro 1 et après on ne sait pas qui est le 2, qui est le 3. On a l'impression qu'ils sont interchangeables, que Samba et Areola sont derrière. D'ailleurs, si Maignan était blessé, j'imagine que Samba jouerait, mais vu sa saison, moi je suis pas persuadé qu'il mérite de jouer plus qu'Areola par exemple. Donc on serait vraiment vers un 2 et un 2 bis. Là, ça serait un petit peu différent. Et c'était toujours des histoires compliquées, des vraies concurrences, sauf une. Lloris Mandanda, ça a mis du temps à être accepté de part et d'autre, mais après il n'y avait pas cette guerre qu'il y a pu avoir avec d'autres gardiens. Non, il n'y a pas eu la guerre qu'il y a eu entre Coupet et Barthez pendant la Coupe du Monde 2006, ou qu'il y a eu entre Barthez et Lama à la Coupe du Monde 98. Il faut dire que Lama avait été prévenu seulement 15 jours avant la Coupe du Monde qu'il était numéro 2 à Casablanca, et il l'avait très mal pris. Et d'ailleurs, il avait refusé de jouer le 3e match contre le Danemark à Lyon. Mais Loris et Mandanda, au début, c'est un peu tendu, parce qu'il y a un qui joue à Marseille, l'autre qui joue à Lyon, les deux clubs sont rivaux. Et le fait que Loris soit numéro 1, ça a été combattu aussi par un lobby, j'allais dire, marseillais. C'est-à-dire la puissance médiatique de l'OM fait que le gardien de l'OM, tout le monde a dit, écrit, répété dans les émissions que Mandanda, en fait, était meilleur que Loris, que je pense que ce qui pour moi est faux. Mais il avait vraiment été poussé par ça. Donc pendant un bon moment, la rivalité a été quand même assez importante. Elle s'est calmée sur la durée. Elle s'est calmée, je dirais, à partir de... peut-être à partir de la Coupe du Monde 2014. Enfin, l'Euro 2012, déjà, il n'avait pas été mal, Loris. Mais je pense qu'il a quand même fallu attendre un bon moment, quoi. Ouais, quand en 2014, Seb Mandanda n'est pas à la Coupe du Monde. Il s'est blessé. Et avec la blessure. Voilà, il était blessé. Mais même Loris... avant, parce que Loris, en fait, avait été nommé capitaine de l'équipe de France définitivement, hein. Il avait été nommé, je crois, en janvier 2013, quelque chose comme ça. Ces histoires dans les histoires, par exemple 2006, vous le suiviez en tant que journaliste, c'était quelque chose ou alors c'était vraiment extérieur Comment vous le suiviez? Il y avait des anecdotes ou des d'histoire? On le suivait très près le jour où Coupet redescend furieux d'une balade au refuge en altitude où Barthez avait la flemme, a dit qu'il était mal au dos, qu'il avait mal au dos, qu'il n'a pas voulu monter, qu'il redescendait. Bah là, on a tout suivi de près. Il a commencé, Greg Coupet a commencé à être fou de colère. Et puis il a quitté le rassemblement avec femme et enfants. Il a repris la route de Lyon. Il a fallu l'intervention de Houillet au téléphone pour le faire remonter. Enfin, il y a eu un vrai psychodrame. Mais ça a été documenté, j'allais dire, en jour et en heure. En temps et en heure. On était vraiment... Enfin, en temps réel, même, on était sur place, tous, et on savait tout ce qui se passait, et on suivait... On avait vu Coupet partir, on a entendu qu'ils essayaient de le convaincre de faire demi-tour, on l'a vu revenir, enfin voilà, tout ça a vraiment été suivi, et c'est pas quelque chose qui s'est su après, ça, on l'a su pendant. Parce que dans Au cœur des Bleus, dans ton livre, tu racontes que le 11 mai 2006, Raymond Domenech va à Lyon et rencontre Grégory Coupet et lui explique... Avec Bruno Martinet d'ailleurs, ils sont tous les deux. Ils y vont et il lui demande de l'écouter et surtout de l'entendre. Chose qui visiblement, comme tu le racontes, n'est pas forcément ce qui s'est passé parce que à partir du moment où il y avait la discussion, Grégory Coupet avait compris. Mais c'est des annonces qui marquent des sportifs qui mettent des coups d'arrêt dans des... Bien sûr, je pense que ça a été extrêmement cruel pour Coupet qui était clairement le meilleur gardien français à ce moment-là parce que Fabien Barthez c'était difficile et a perdu sa place à Manchester United. Enfin voilà, c'était vraiment compliqué pour lui.
Il jouait plus un rôle majeur, en tout cas dans un club européen, alors que Coupet était dans un club dominant et vraiment il était plus fort. Mais il y avait d'autres choses qui se jouaient. Il y avait le côté collectif, il y avait le retour des anciens. Et moi, je continue de penser que c'est Zidane qui a voulu jouer avec Barthez et que c'est Zidane qui a imposé Barthez. Et ça, je pense que Coupet, il le sentait aussi, et c'est pour ça qu'il est aussi mal pris. Et de manière assez étrange, 2 ans après, c'est enfin son moment, il est titulaire. On a l'impression que le moment est passé, que c'était trop tard, qu'il n'était pas dedans. Il a fait un Euro sans être vraiment connecté à l'équipe, sans être vraiment lui-même. Il avait décidé de quitter Lyon, d'ailleurs, quelques semaines auparavant, après la finale de la Coupe de France. Et on a l'impression que qu'il avait débranché, que c'était plus le Coupet de 2 ans plus tôt. Ouais, c'était des moments, des alignements de planètes des fois. Voilà. Avant la Coupe du Monde 2022, tu as réalisé une interview croisée d'Hugo Lloris et de Fabien Barthez. Oui. Je la recommande. Mais globalement, qu'est-ce qu'il s'est dégagé le plus dans cette interview? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus quand tu l'as organisé, orchestré? Bon, c'est leur complicité. On avait fait ça avec François Verdonnet. C'est leur complicité. C'est le fait qu'ils s'aiment bien, qu'ils soient à l'aise tous les deux et qu'on voit finalement une facette qu'on voit pas forcément et de l'un et de l'autre dans les interviews. Je pense que c'est ça qui était assez sympa. Et puis c'est le fait qu'ils soient aussi d'accord finalement sur le poste, sur les détails, sur la technique, sur ce qui compte pas, sur comment on gère les choses, etc. Alors qu'ils ont des caractères différents. Et puis même avec 20 ans, 25 ans d'écart. Oui, mais en fait, voilà, ils sont vraiment très proches, ils voient vraiment les choses de la même manière. Hugo Lloris, tu l'as vu débarquer à Lyon. Qu'est-ce que tu t'es dit la première fois que tu l'as vu? Je me suis dit d'abord qu'il allait falloir qu'il soit aussi fort que Grégory Coupet, ce qui serait pas facile, parce que vraiment Coupet venait d'enchaîner des saisons à un très très haut niveau. Mais j'ai vu un gardien, donc j'avais une bonne image de lui. C'est un gardien dynamique qui subissait pas, comme toujours les gardiens de Joel Batz. Fallait toujours être actif, toujours été très très dynamique, avec des appuis, mais d'une tonicité assez incroyable, se déplaçant vraiment très très vite. Donc très rapidement, les suiveurs de l'OL, tout le monde a été rassuré sur son niveau. Voilà, on savait qu'il allait pas avoir de déperdition en passant de Coupet à lui. Le 5 juin, très bientôt, un livre va sortir, la biographie d'Hugo Lloris, que tu as écrit avec lui. Après ce départ de l'Europe et cette arrivée aux États-Unis, c'était de retracer toute une carrière, surtout qu'il parle très peu dans les médias. C'était une ambition globale? C'est pas vraiment lié à son départ aux États-Unis, puisque le projet est parti alors qu'il n'était pas encore aux États-Unis, qu'il n'avait pas signé là-bas. C'était plus un moment où je jouais plus avec Tottenham. Et je lui ai dit, écoute, c'est peut-être le moment qu'on fasse ça. Tu laisserais une trace. Plutôt ça te ferait du bien, ces moments où tu joues pas, ça te ferait du bien de revenir un peu sur ta carrière. Tu as toujours dit que tu voulais pas te retourner, tu regardais que vers l'avant. Mais peut-être que là, en ce moment où vers l'avant c'est un peu flou, peut-être ça te ferait du bien de regarder derrière et puis de ranger un peu tout, les émotions, les événements, etc. Et puis de parler des gens, de parler de ta vie. Et finalement, il a été assez rapidement d'accord et il a fait ça vraiment très très bien. On a fait, je sais pas, peut-être une 40aine d'heures d'entretien en 10 ou 15 fois chez lui à Londres et c'était toujours voilà, et il s'est impliqué dans toutes les étapes du livre comme il peut faire. Il corrigeait, il relisait, il reprécisait. Ah non, vraiment, c'était une expérience très sympa. Et la globalité de cette carrière, s'il y a un fil rouge, quelque chose à garder, qu'on va suivre dans tout le livre, mais moi, je pense que ça reste une histoire quand même assez singulière. Finalement, qu'on n'a pas tant raconté que ça, parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui n'a pas fait de centre de formation. C'est quelqu'un qui a suivi une scolarité normale, qui a eu son bac S sans un horaire aménagé. Je veux dire, ses profs ont découvert quand il était en première qu'il jouait qui jouait au foot parce qu'il a fallu qu'il s'absente 3-4 jours pour ses premières sélections en équipe de France de jeunes. C'est là qu'ils ont su qu'il jouait au foot. Autrement, pour eux, c'était un élève de maths basique. Et voilà, c'est quelqu'un qui a toujours fait les choses un peu différemment, c'est-à-dire mais sans le revendiquer et sans tapage, pas de centre de formation, pas d'agent. Parfois, un ou deux agents ont intervenu dans les transactions au fil de sa carrière, mais il n'a jamais eu d'agent. Voilà, son père s'est à peu près occupé des choses, ou alors lui-même en direct. Et c'est surtout quelqu'un qui a progressé et qui a maintenu un niveau d'exigence vis-à-vis de lui-même quand même très, très, très élevé tout le temps. Il y a un tweet que j'ai en tête là quand on parle d'Hugo Lloris, c'est quand tu l'as entre guillemets défendu après la Coupe du Monde 2022, disant que
un spécialiste des pénaltys, t'es pas forcément un grand gardien, et l'inverse du coup, c'est quelque chose que tu ressens sincèrement par rapport aux carrières et à la vision qu'on peut avoir de cet instant T de la séance de pénalty et de sa carrière? En fait, dans l'idéal, il faudrait que les grands gardiens soient très forts sur les pénaltys, comme ça ils auraient tout. Mais dans la réalité, ceux qui, dans l'histoire de la Coupe du Monde ou des Coupes d'Europe, ont été fantastiques sur les séances de tirs au but, ça a souvent été des gardiens ordinaires. Je me souviens qu'à l'Argentine, en 90, ils sont portés par les arrêts sur les tirs au but de Goycoechea, Sergio Goycoechea, leur gardien, et ils signent à Brest, mais à Brest, il joue 3 mois, 4 mois, il était nul. C'était pas un gardien, il était pas assez bon. Voilà, malheureusement, ça va pas toujours ensemble. Michael Landreau, c'est le gardien le plus fort qu'on ait vu en équipe de France pour les pénaltys. C'est celui qui rentre le mieux dans le cerveau, qui rentrait le mieux dans le cerveau de ses adversaires. Mais malheureusement, il n'avait pas un niveau de gardien suffisant pour avoir 100 sélections et être là à chaque fois en phase finale. Donc quand on regarde bien, les gardiens qui ont dominé l'équipe de France, quand on regarde les stats, que ce soit Joël Batz, Fabien Barthez ou Hugo Lloris, leur taux de réussite sur les tirs au but en phase finale est extrêmement faible. Extrêmement faible. Dernière question, sur l'Euro qui approche, que ce soit Mike Maignan ou Brice Samba, parce qu'il y a toujours cette incertitude avec Mike Maignan, l'équipe de France va aborder une compétition, une grande compétition avec un nouveau gardien. C'est assez rare dans l'histoire, parce que c'est vrai que depuis les années 90, il y a eu Bernard Lama, Fabien Barthez, Grégory Coupet et Hugo Lloris, et la longévité d'Hugo Lloris a fait que il n'y avait pas forcément de nouveaux gardiens. Est-ce que c'est quelque chose à prendre en compte dans l'approche de cette compétition? Oui, je pense que c'est quelque chose à doublement à prendre en compte. D'abord, nous, sur la perception qu'on aura si c'est Mike Maignan qui joue, notamment de Mike Maignan, puisqu'encore une fois, ce sont les phases finales finalement qui révèlent les grands gardiens. Il suffit pas de... Il avait fait un arrêt extraordinaire en Irlande, si je dis pas de bêtises, mais bon, voilà, c'est bien, mais ça suffit pas. Alphonse Areola avait fait des arrêts fantastiques en Allemagne une année, etc. Mais ça suffit pas. C'est en phase finale que ça se voit. Et en même temps, eux, ben oui, c'est un vécu qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que c'est quelque chose de nouveau, c'est une pression nouvelle. On ne peut pas comparer ce qu'on vit en club à ce qu'on vit en sélection. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont le niveau de la Ligue des Champions en club et puis qui n'arrivent pas à laisser une trace en sélection. Voilà, c'est arrivé à plein de joueurs. Vous prenez Ludovic Giuli. Ludovic Giuli, il a été un des grands joueurs européens avec le FC Barcelone. Il était titulaire à Barcelone. Il n'est jamais parvenu à l'être en équipe de France et il n'a jamais fait une phase finale. Donc voilà, il y a parfois ces deux métiers un peu différents. Et donc c'est ce nouveau métier que Mike Maignan va apprendre. Franchement, il arrive à un âge quand même, il arrive en pleine maturité. Lloris, il fait sa première phase finale, il a 23 ans. Mandanda était jeune aussi. Lui, il a au moins 4 ans de plus, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, pour lui normalement c'est vraiment le bon moment et il n'y a aucune raison de douter de lui, mais c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas basculé avec un nouveau gardien. Merci beaucoup, Vincent. On va passer au face à face. Quelques petites questions au tac au tac. Le plus bel arrêt que tu as observé? Il y a celui de Banks contre Pelé à Guadalajara à la Coupe du Monde 70. Mais le double arrêt, il y en a un très spectaculaire, c'est le double arrêt de Coupet devant Rivaldo en Ligue des Champions à Barcelone, parce que sur la passe de Cassapa, il évite d'avoir de la tête sur sa barre, Rivaldo revient, il va aller la chercher. Celui-là, il est spectaculaire, vraiment. Ce qui te fascine chez les gardiens? Leur concentration et leur capacité à oublier une action négative sur le ballon suivant. Ce qui t'énerve? Ce qui m'énerve, c'est quand, par calcul, ils prennent de 30 à 35 secondes pour mettre le ballon en jeu. Ballon dévié ou ballon capté? Aujourd'hui, ballon dévié, j'accorde plus d'importance au ballon capté. Ton geste préféré du gardien de but? Une belle relance à la main, au-delà de la ligne médiane. L'exercice que tu détestais? Dégager le ballon au pied sur la ligne des 5,50 m. Lyon ou Saint-Etienne? Je peux pas... Familialement, j'aurais des ennuis si je réponds. Écrire un roman ou un article? Il y en a un des deux qui est plus court. Non, les deux. Le meilleur gardien de l'histoire des Bleus? Pour moi, ça se tient entre Barthez et Lloris. Voilà, un des deux. Le conseil footballistique ou professionnel que tu donnerais au Vincent Duluc né à Vichy? Professionnel,
de jamais perdre son enthousiasme, ni sa curiosité, et de se souvenir de ce à quoi il rêvait quand il était jeune. Merci beaucoup, Vincent, d'avoir accepté de parler du poste de gardien, de ta vision en tant que joueur puis journaliste, d'avoir retracé la longue histoire des gardiens, et notamment ceux de l'équipe de France à l'approche de cet Euro. C'était passionnant. Place à l'Euro, maintenant, bon Euro. Merci beaucoup. C'est le dernier épisode de cette saison 2. Depuis août dernier, 20 invités se sont succédés à cette table pour partager leur histoire, leurs souvenirs et leur passion du poste. Pour ceux qui découvrent la voix des gardiens avec cet épisode, je vais les citer et ça sera l'occasion pour moi de les remercier une nouvelle fois de m'avoir accordé de leur temps pour se confier. Jérôme Alonso, Sébastien Frey, Gennaro Brasigliano, Geoffrey Jourdrain, Alexandre Oukidja, Mathieu Séquinger, Yévan Diouf, Christophe Miranda, Pauline Perromagnin et Christophe Lolichon pour la saison 1. Puis en 2024, un peu de handball également avec Vincent Gérard, Lionel Charbonnier, Paul Bernardoni, Apoula Edel, Thierry Barnora, Stéphane Cassard, Olivier Sorin, Nicolas Douchez, Atadou Sako et donc Vincent Duluc. Merci à vous également de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à interagir sur les réseaux sociaux. C'est un plaisir pour moi de vous proposer tous ces contenus depuis 9 mois et de lire vos retours. Encore merci, place à une petite pause maintenant jusqu'au retour de la Ligue 1 en août prochain. D'ailleurs, pour patienter, au-delà de suivre certains de nos invités cet été pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, restez connectés, quelques surprises et des cadeaux seront très prochainement à gagner sur Instagram, TikTok, Twitter et Facebook, comme après chaque fin de saison. En attendant, continuez à parler du podcast à vos coéquipiers, à vos amis autour de vous pour l'encourager et lui donner un maximum de visibilité, mais aussi à le partager sur les réseaux sociaux, le noter, le commenter sur les plateformes de podcast pour que la voix des gardiens résonne encore plus et qu'un maximum de passionnés plongent avec nous dans l'aventure. À bientôt!